salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Content de vous retrouver ce soir, les amis, en direct depuis Tindouf pour cette chronique hebdomadaire, comme d'habitude, avec notre très cher Jacob Cohen. Bonsoir, Bon, bonsoir. bonsoir à tous en direct de Paris. Voilà, Paris, Tindouf ce soir, Tindouf, Paris. À vous. Alors, c'est un plaisir pour moi de vous recevoir ce soir depuis Tindouf pour une visite de quelques jours. Voilà, donc, vu que nous sommes fidèles à notre rendez-vous au quotidien, nous sommes présents ce soir pour faire cette chronique hebdomadaire en direct depuis Tindouf et depuis Paris. Monsieur Cohen, Voilà. donc on va traiter Oui, l'actualité comme habituellement. Je vous laisse oui. commencer sans plus perdre de temps et je m'excuse pour les problèmes techniques de nouveau, encore une fois, malheureusement. C'est comme ça, Donc, c'est une habitude malheureusement. Allez-y, Monsieur Cohen, c'est à vous. cette semaine, on a assisté à comment dire, ce n'est pas un rebondissement, c'est-à-dire ce qu'on avait dit la semaine dernière. En fait, depuis 2 semaines, on a vu que la tentative d'écrasement, d'abord de soulèvement du peuple iranien contre son régime, on en a parlé, ce plan a échoué. Or, ce plan, s'il avait réussi, devait faire intervenir la fameuse armada américaine. Bon. Et comme le soulèvement interne a échoué, Trump a hésité parce que, en fait, bon, Trump, ce qui l'intéresse, c'est un peu un coup à la Maduro, c'est-à-dire il fait un coup, il gagne, il s'en va et il dit j'ai gagné, vive l'Amérique, nous sommes les meilleurs, nous sommes les plus forts. Bon, sauf que cette fois, l'Iran n'a pas voulu jouer le jeu, c'est-à-dire n'a pas voulu jouer ce jeu-là. D'ailleurs, d'après des informations que j'ai eues, euh, Trump aurait voulu sauver la face, disons. Il a proposé à l'Iran de taper un petit coup, genre voilà, un petit coup dans le désert. L'Iran aurait répondu et on aurait dit ok, match nul. Il aurait sauvé la face. Il n'aurait pas mobilisé l'armada pour rien. Parce que c'est une armada qui coûte cher aussi, hein, il ne faut pas croire. C'est un porte-avions avec je ne sais pas combien de dizaines de destroyers, plus un deuxième porte-avions qui va là-bas. Et l'Iran, je ne sais pas si je l'avais dit la semaine dernière, mais l'Iran avait clairement fait passer le message à Trump, et tous les observateurs le disent, que toute attaque, même symbolique, même toute attaque déclenchera une guerre régionale, c'est-à-dire une guerre totale sur la région. Donc, Israël sera bombardé, le détroit d'Ormuz probablement fermé, les bases militaires américaines dans le Golfe bombardées, etc. Donc, il n'y aura pas de quartier. Et là, Trump a compris qu'il allait devant un désastre. Parce que, en fait, bien sûr, le rapport de force est supérieur en faveur des Américains, évident. Mais le problème n'est pas là. L'Iran peut perdre 1000 hommes, 10 000 hommes à la limite. Voilà. Mais l'Amérique ne peut pas se permettre. Si 50 Américains ou 100 Américains, des soldats américains sont tués, c'est la fin de Trump, c'est la fin de sa présidence. Et non seulement l'humiliation, mais toutes ses promesses, tout le monde se détournera de lui, parce qu'il aura créé une guerre pour rien, de rien. C'est-à-dire personne ne lui a demandé de faire cette guerre. Et donc, euh, il, a, il, il a lâché et il a dit on va négocier. Bon. Et il va négocier aux conditions de l'Iran, c'est-à-dire parce que les conditions posées par l'Amérique, mais sous la dictée d'Israël, c'était discuter du nucléaire, discuter des missiles et discuter des proxys iraniens. C'est-à-dire les missiles, Israël veut que l'Iran
n'ait plus de missiles. Voilà, comme ça sera plus simple, hein, franchement. Quand on a envie de la bombarder, de le bombarder, on va le bombarder tranquille. Ces missiles, quand même, ça gêne les Israéliens, vous comprenez? Bon. Donc, il faut un programme, on va négocier l'élimination des missiles iraniens et que l'Iran s'engage à ne plus aider les proxys, c'est-à-dire les Houthis, le Hamas et le Hezbollah. Bon. Or, donc, les États-Unis ont accepté de négocier uniquement sur le nucléaire. Et là, Netanyahou est allé précipitamment aux États-Unis. Il devait aller la semaine prochaine. Il a avancé son voyage d'une semaine. Il a roulé les mécaniques. Il a fait appel à tous les alliés, mais ça n'a pas marché. Cette fois, ça n'a pas marché. Et tout le monde est d'accord que c'était un échec lamentable pour lui. Bien sûr, ils ont sauvé la face. Ils ont dit, nous avons discuté, mais le fait est là. Le fait est là. Les négociations vont reprendre, mais uniquement sur la base du nucléaire. Les Iraniens sont de gentlemen et ils ont dit, bon, si nous trouvons un accord sur le nucléaire, on pourrait négocier, on pourrait discuter des autres sujets. Bon. Donc, a priori, ou apparemment, c'est une victoire pour l'Iran. Maintenant, je vais mettre mon petit grain de sel personnel. Voilà. Pour moi, les Iraniens, enfin les dirigeants iraniens, ils devraient prendre des leçons de géostratégie, de relations internationales, parce que pour moi, ce sont des naïfs. Vraiment des gens, je ne sais pas où ils vivent, où ils se croient vivre. Parce que un accord, un vrai accord, un bon accord, ils l'ont déjà signé en 2015. Voilà. Vous pouvez signer le meilleur accord que vous voulez. Voilà, l'Amérique signe tout ce que vous voulez, voilà, avec acte certifié conforme, et le déposer à l'ONU, comme le traité de 2015. Et alors, 3 ans après, Trump a dit, ce traité, j'en ai rien à fiche, c'est un chiffon de papier. Donc, et c'est ce qui va arriver. Les Iraniens vont signer un accord, et 2-3 ans après, les Américains vont le déchirer. Parce que les Américains, les Yankees, n'ont jamais respecté un accord. D'accord? Voilà. Quand ça les arrange, ils violent l'accord. Et donc, de la part des Iraniens qui se sont d'abord fait avoir plusieurs fois, non seulement en 2015, mais l'année dernière en juin, ils avaient entamé des négociations avec les Américains. Ils étaient tellement contents qu'ils entamaient le 6e et dernier round des négociations. Ils étaient heureux. Regardez, nous négocions avec la plus grande puissance du monde. Seulement, pendant qu'ils négociaient, évidemment, les Iraniens n'ont pas fait gaffe. Ils pensaient que, on négocie entre diplomates, entre gentlemen. Il y a eu l'attaque israélienne qui a failli vraiment, il faut voir ce que ça a été, qui a failli décapiter le régime. Bon. Et j'ai l'impression quand même, ça n'a pas suffi aux Iraniens. Moi, je ne comprends pas cette faiblesse intrinsèque, et d'ailleurs de tous les pays. Hein. Je dirais même, j'inclurais même la Russie dans le lot. On a affaire dans les relations internationales au monde anglo-saxon. J'inclus la Grande-Bretagne dans l'affaire. Et donc, ça nous fait remonter à 150 ans. La mentalité anglo-saxonne, c'est depuis 150 ans, ils rêvent
il fantasme sur la destruction de la Russie, le dépeçage de la Russie. Vous savez qu'il y a des plans, aujourd'hui, il y a des plans, il y a des cartes, il y a des comités à New York, à Washington, dans les pays baltes, qui parlent comment diviser la Russie. D'accord? Comment diviser la Russie. Voilà. Ce qui s'est passé en Tchétchénie, ce qui s'est passé en Géorgie, ce qui se passe avec l'Ukraine, ce sont des tentatives de briser la Russie, de la diviser, de la dépecer, de la ruiner. D'accord? Voilà. Or, quand on sait ça, et Poutine ne peut pas l'ignorer, on se comporte différemment. Il faut, j'ai utilisé une expression la semaine dernière ou la semaine d'avant, il faut écraser la tête du serpent. Et il a les moyens, Poutine, de le faire. Donc, je ne comprends pas cette velléité de négocier avec un tricheur, avec un État voyou. Quand vous jouez au poker avec un tricheur, enfin, vous cherchez à tricher aussi. Donc, moi, prenons l'Iran. Vous savez, je trouve, c'est terrible de parler d'un peuple que j'admire, parce qu'ils sont nobles, courageux, vaillants, téméraires, résistants. Mais ils ont cette faiblesse de croire qu'on peut arriver à une solution, à un modus vivendi pacifique. Or, avec Israël et l'Amérique, il faut être un idiot pour le croire. Je regrette d'utiliser cette expression. Je vais vous donner l'exemple suivant. Le Mossad a assassiné au moins une centaine d'Iraniens de très haut niveau, c'est-à-dire des généraux, des scientifiques du nucléaire et toutes sortes de personnes qui proches du régime et des soutiens du régime. L'Iran n'a jamais assassiné un seul sioniste. Pourquoi? Je comprends qu'il est très difficile d'assassiner un général en Israël. C'est très difficile de pénétrer dans la société israélienne et de commettre un acte comme ça. Mais il y a des judéo-sionistes, des Sayanim, à New York ou à Paris, qui sont très importants pour Israël, plus importants qu'un général. C'est très facile d'assassiner des types comme ça, très facile. Je peux leur donner des indications, hein. Vous savez, c'est pas... Là, il y a des tueurs à gages, il y a des mafias. En Iran, il y a une mafia. L'Iran est un pays où il y a un très grand trafic d'alcool et de drogue. Donc, il y a une mafia. Et cette mafia, tu t'entends avec elle et tu lui dis, voilà, tel à New York et tel à Paris, vous vous débrouillez, vous démerdez, vous les assassinez. Et là, le Mossad comprend à qui il a affaire. Parce que quand vous jouez comme ça avec le Mossad, ben, il va faire attention. Il faut se faire respecter dans les relations internationales. Il faut rendre coup pour coup. Bon, ça, c'est une petite leçon de géopolitique que je me permets de faire. Parce que ce qui m'attriste dans cette histoire, bien sûr, je suis content pour l'Iran qui tient tête. Mais malheureusement, les relations internationales étant ce qu'elles sont, ce qui va arriver, pourquoi l'Amérique négocie aujourd'hui sous les conditions iraniennes? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu attaquer. Voilà, tout simplement. Mais dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, s'il peut attaquer, il le fera. Moi, j'aurais voulu que l'Iran, puisqu'il est en position de force, en quelque sorte, c'est-à-dire il est inattaquable. Donc, ce sont les États-Unis qui veulent négocier. L'Iran aurait dû dire, OK, mais vous levez une partie des sanctions pour montrer votre bonne foi. On ne vous croit pas. Pourquoi ils ne le font pas? Donc, c'est ça qui m'intrigue.
Je n'arrive pas à trouver une explication. La seule que je trouve, c'est qu'il y a des pays qui sont dirigés par des gentlemen. Poutine est un gentleman. Les dirigeants iraniens sont, c'est-à-dire de gentlemen, ça veut dire des gens qui croient dans les traités, dans la collaboration, la coopération internationale, et que quand on signe un traité, il faut le respecter. Bien sûr, il y a des circonstances, mais globalement, mais l'Amérique et Israël et le monde anglo-saxon en général sont des mondes où il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de parole. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des États voyous. Et il faut se montrer à la hauteur. Alors, on verra ce que ça donne, mais moi, bon, on peut trouver un accord, mais je suis presque certain que cet accord ne débouchera pas d'abord sur la levée des sanctions. Vous savez qu'en 2015, ils ont signé un accord, mais les sanctions n'ont pas été levées. C'est-à-dire, on les lève au compte-gouttes. Et enfin, j'espère, enfin, je ne sais pas, les Iraniens ont aujourd'hui des bonnes cartes en main. Et il faudrait juste qu'ils se montrent à la hauteur de la situation et qu'ils aient un certain mordant. Voilà. Dans les relations internationales, ça ne sert à rien d'être gentil et d'être respectueux et de pas. Voilà, il faut, quand on a affaire à l'Amérique et à Israël, il faut oublier un petit peu les bonnes manières. Voilà. Il faut savoir se montrer violent et comment dire, il faut répondre œil par œil et dent pour dent. Voilà. Bon, voilà. J'ai tenté de faire le point sur la situation s'il y a des questions. Oui, alors Monsieur Cohen, bien sûr, votre analyse est pertinente. Donc, selon vous, le conflit, du moins un affrontement entre les États-Unis et l'Iran est pas inévitable. Ah oui, il y aura de tout, un jour ou l'autre, ils reprendront les. De toute façon, le Mossad va toujours chercher les moyens d'assassiner des Iraniens, de semer le trouble, etc. Et si l'Iran ne répond pas comme il faut à Israël, au Mossad, le Mossad va poursuivre ses actions. Donc, en fait, pourquoi? Parce que fondamentalement, l'Amérique et Israël ne peuvent pas tolérer qu'il y ait au Moyen-Orient une puissance qui leur échappe. Voilà, qui dit je fais ce que je veux. Et ça, c'est intolérable. Aucun pays arabe aujourd'hui n'est dans cette position. Le monde arabe s'est couché. Voilà. Et il voudrait que l'Iran se couche. C'est le seul pays qui reste debout. Et ça, c'est intolérable. Donc, ils chercheront par tous les moyens, aujourd'hui parce qu'ils ne peuvent pas le faire militairement, mais ils reprendront les hostilités d'une façon ou d'une autre. Très bien, bah écoutez, on va suivre ça de près. Pour l'instant, Voilà. ils tiennent tête, l'Iran. Oui. Voilà. Bon, ils prennent pas l'initiative d'attaquer. Vous estimez que normalement, ils devraient pouvoir le faire? Non, 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 moi je ne suis pas pour qu'ils attaquent. Ah, pas du tout. Oui, Non, oui, non, non. non, mais non, 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 mais la négociation, c'est-à-dire dire, voilà, nous voulons négocier, mais lever les sanctions. Ce n'est pas une attaque, ça. Ce n'est pas une attaque militaire. C'est-à-dire, voilà, vous nous avez trompés plusieurs fois. L'année dernière, vous nous avez trompés. Vous avez rompu le traité de 2015. Très bien. Vous voulez reprendre des négociations, nous aussi, mais montrez votre bonne foi devant le monde entier. Montrez-nous votre bonne foi. Vous nous avez trahis. Montrez-nous votre bonne foi. Levez les sanctions ou une partie des sanctions. Moi, je trouve ça tout à fait. Or, les Iraniens ne l'ont pas dit. Voilà. d'accord. Et Monsieur Cohen, sur la question du rapport de force, est-ce que là, le rapport de force est équilibré? Non, le rapport de force est déséquilibré en faveur des États-Unis. C'est-à-dire, s'il y a un conflit, c'est sûr que l'Amérique, enfin,
disons, infligerait plus de dégâts à l'Iran que l'inverse. Sauf que pourquoi, pourquoi l'Amérique ne peut pas se permettre même cette victoire relative? Parce que l'Amérique ne peut pas se permettre de perdre un seul navire, ni la destruction d'une seule base. C'est la fin de Trump. Voilà. Or, alors que les Iraniens, ils peuvent se permettre de perdre, je sais pas, des avions, des bateaux, etc. Et c'est pour ça qu'ils n'attaquent pas, parce que c'est pas une guerre. C'est-à-dire qu'en fait, les dommages que peut causer l'Iran sont insupportables pour l'Amérique. Un seul navire qui saute, et c'est la catastrophe pour Trump. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a pas pris comment dire, il n'a pas pris le risque d'attaquer parce que il aurait suffi d'un seul missile qui touche une cible américaine, c'est la fin. Très bien, merci M. Cohen. Écoutez, on va faire une transition et puis on va peut-être raccourcir exceptionnellement l'émission ce soir. Monsieur Cohen, étant donné que comment dirais-je, je suis en direct de Tindouf, je voudrais vous parler de la question du Sahara occidental et des dernières évolutions sur cette question. Comment dire, la prise du dossier par les États-Unis pour faire avancer la dernière résolution. Et donc, ils se sont réunis dimanche dernier à Madrid dans un contexte, comment on appelle ça, de quiet diplomatie et à l'abri de médias et de tout ça. Donc, on ne sait pas vraiment réellement qu'en est-il sorti de cette réunion. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous, à ce sujet, M. Cohen? C'est-à-dire, ils ont entamé, en fait, finalement, le Polisario et son allié, parce que l'Algérie était présente, ont accepté de négocier dans le cadre de l'autonomie au sein du Maroc. Voilà. Donc ça, c'est une acceptation. Maintenant, reste à déterminer quelle est cette autonomie que le Maroc peut ou veut accorder et quelles sont les demandes du Polisario. Évidemment, au sein de cette autonomie, le Polisario, les négociations n'ont fait que commencer. C'est-à-dire maintenant, elles vont entrer dans le dur. C'est-à-dire, le Polisario va présenter des exigences très élevées, c'est-à-dire, par exemple, je veux la totalité des ressources minières, par exemple, des ressources de pêche. C'est-à-dire, je veux avoir, comment dire, c'est moi qui gère les revenus de l'exploitation des mines, de la pêche, etc. Donc, le Polisario va présenter des demandes maximalistes. D'accord? On va demander le maximum. C'est-à-dire, par exemple, avoir le pouvoir législatif et exécutif le plus large possible au sein du territoire. Voilà. Et laisser au Maroc le symbole de la souveraineté marocaine. Voilà. Et le Maroc va, évidemment, il ne va pas accepter ça, et il va dire non, on vous donnera ceci, on vous donnera cela, mais ça va être le travail, parce que ça, c'était le début. C'est-à-dire, maintenant, les négociations vont entrer dans le dur. Qu'est-ce que vous nous accordez? Qu'est-ce que vous ne nous accordez pas avec l'arbitrage des Américains? Donc, on va trouver un compromis. C'est-à-dire, le Maroc, évidemment, le Polisario va d'un côté chercher à obtenir le maximum de pouvoir de manière à être presque maître du Sahara occidental sur le plan économique, législatif, etc. Et le Maroc va accorder le moins possible. Et c'est là où ils vont devoir trouver un compromis, un arrangement. Et ça va prendre des mois. Et donc, mais l'essentiel, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces négociations se déroulent dans le cadre
de l'autonomie du Polisario au sein d'un Sahara qui fait partie du Maroc. Voilà, ça c'est un fait acquis. Après, ça va être l'objet, tout le reste va être l'objet de négociations et ils vont trouver, à mon avis, il faut qu'ils trouvent un compromis parce que l'Amérique est là pour pousser au compromis et je vois mal pourquoi ils échoueraient. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, je vais apporter quelques éléments quand même. Oui, Effectivement, l'Algérie était présente à Madrid, ainsi que oui, la Mauritanie. Et aujourd'hui, ou hier, je crois, nous avons eu une déclaration de l'ambassadeur algérien aux États-Unis oui, qui a fait une petite déclaration lors d'un entretien sur une chaîne américaine oui, où il a dit que effectivement qu'ils étaient présents à Madrid, mais qu'en aucun cas ils prendraient part dans les négociations ou les pourparlers qu'il pourrait y avoir entre Polisario et Maroc, et que si le Polisario décidait d'accepter d'être sous souveraineté marocaine, que ce serait leur libre choix, et que si c'était l'inverse qu'ils refuseraient, de toute manière, l'Algérie soutient, comme le soutient depuis 50 ans, en fait, comme depuis toujours, soutient la décision que prendra le Polisario. Secondo, Monsieur Cohen, étant donné que je suis présent aujourd'hui, moi, à Tindouf, et oui. j'ai pu me rendre dans les camps de Tindouf. Mhm. J'ai pu rencontrer des officiels du Polisario et des Sahraouis eux-mêmes qui sont dans les camps depuis 50 ans. Et j'ai pu les interroger. J'ai encore pas eu le temps de mettre les vidéos sur la chaîne, mais je les mettrai bientôt. Mhm. En fait, ils ont vraiment cette idée de dire de revendiquer qu'ils sont Sahraouis dans l'âme et jusqu'à la mort. Ils ne se revendiquent pas du tout marocains et ils n'accepteront jamais d'être sous la souveraineté marocaine. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et, du coup, Oui, ça me laisse un peu perplexe sur l'avancée des discussions qu'il y a eu à Madrid et sur les prochaines discussions qu'il y aura à venir. Je crois qu'une prochaine réunion est prévue au mois de mars, peut-être au mois de mai. De toute manière, ils devront se revoir à nouveau. Mais je ne pense pas que le Polisario ait l'intention de reculer d'un centimètre sur ses positions. Alors, les témoignages que j'ai pu avoir aussi ici, c'est qu'ils préfèrent, ils sont restés 50 ans dans les camps, dans des conditions vraiment extrêmement difficiles hein, à l'époque. Aujourd'hui, ça va un petit peu mieux. Ils ont quand même eu quelques moyens de l'aide de pays étrangers ou de l'Algérie elle-même. Mais en tout cas, les conditions ont été extrêmement difficiles et ils y sont restés 50 ans. Donc, ils n'ont pas l'intention, après avoir résisté pendant 50 ans dans ces camps, de lâcher ne serait-ce qu'un centimètre sur... voilà, ils estiment que ce sont leurs terres, on les a chassés de leurs terres. Et alors, j'ai eu des témoignages de plus jeunes, mais aussi de plus anciens, qui ont été à l'époque dans ces territoires et qui se retrouvent aujourd'hui dans les camps de Tindouf. Voilà, ça c'était l'avis que je voulais, le message que je voulais vous faire passer. Moi, clairement, je sais pas comment ça va évoluer cette situation. On sait, Monsieur Cohen, vous avez raison, hein, il y a ce fait accompli. On n'est pas en train de le nier. Il y a une réalité qui est celle-ci. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui aussi, bien sûr, il y a ce rapport de force qui est imposé et qui est une réalité. Et pour qu'il y ait un changement sur la question, il faut vraiment qu'une puissance étrangère soutienne et arme le Polisario et que derrière, il y ait une inversion du rapport de force. le Voilà. problème, Wally, c'est que, oui, le problème, Wally, c'est que depuis à peu près 2 ans, et la résolution du Conseil de sécurité a confirmé ça, c'est qu'il y a un consensus international presque quasi international. En tout cas, l'Occident, enfin l'Europe, le Conseil de sécurité ont dit que l'Union européenne l'a réaffirmé il y a quelques jours, que la seule solution viable,
Et d'ailleurs, et au sein de l'autonomie, voilà. Bon, donc, le problème, c'est que le rapport de force, avant, on parlait du référendum, de l'indépendance, etc. Mais aujourd'hui, on peut le regretter, mais c'est une réalité, voilà, une réalité internationale, euh, que la solution que enfin, la plupart des États acceptent ou s'y résignent comme on veut, c'est une autonomie. Après, d'ailleurs, si le Polisario a accepté de se rendre à Madrid, je pense qu'il y a 2 ans, il ne l'aurait pas fait. S'il l'a fait aujourd'hui, c'est parce que voilà, il voit quand même, ben, il sent que la situation a évolué. Voilà, on peut le regretter, bien sûr, mais malheureusement, les réalités internationales sont ce qu'elles sont parfois. Oui, oui, non, mais cette réalité internationale, elle n'est pas la même que les Sahraouis eux-mêmes, puisque les Sahraouis eux-mêmes n'accepteront pas, en tout cas, parce qu'ils n'accepteront pas de retourner là-bas et d'être sous la tutelle du royaume, en fait. Et clairement, ils sont restés 50 ans là, ils préfèrent rester ici. Et du coup, bah, c'est une situation qui, malheureusement, je pense que va perdurer, hein. Moi, je vous ai exprimé mon sentiment. Je pense que c'est ce rapport de force qui est imposé par le Maroc, hein, qui fait que ils occupent le territoire. Et malheureusement pour les Sahraouis, eux, ils sont livrés à eux-mêmes aujourd'hui. Ils ont le soutien de quelques États, mais c'est pas suffisant face à la réalité, quoi. Voilà. Le, Donc on verra la suite des négociations, des discussions, hein, des discussions qui sont en cours, hein, entre le Maroc, le Polisario, avec l'intermédiaire de la médiation américaine. Mais voilà, personnellement, le ressenti que j'ai eu avec mon séjour passé ici, c'est vraiment ce que je vous ai dit là. Voilà. Monsieur Cohen, je pense que oui, ce soir, on va vraiment écourter oui, malheureusement parce on avait pris pas mal de retard au début. d'accord. Étant donné que j'ai pas pu diffuser via mon ordinateur, problème de micro, tout ça, j'ai dû Très passer bien. par le téléphone. On se tient informé de la situation, on en reparlera dans les prochaines émissions et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très, très bien. Allez, bon séjour à Tindouf. Merci, Monsieur Ciao. Cohen, que la paix soit sur vous. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Ciao. Voilà les amis, en direct de Tindouf, on se donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut, pour continuer cette chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Salam alaikum.